Siyata Dishmaya, Masechet Nedarim, Daf Nunvav 56, nous commençons à la Mishnah, à la première ligne. Là aussi, le Daf d'aujourd'hui est un Daf facile. La Mishnah nous enseigne, Anoder Minabayit, si un homme s'interdit d'une maison, de rentrer dans une maison, de profiter d'une maison, Mutar Be'aliyah, il a le droit de profiter de l'étage. Divrei Rab Meir sont les paroles de Rab Meir, parce que l'étage ne fait pas partie de la maison. Ce qu'on appelle Baït, c'est une maison qui est au rez-de-chaussée sur la terre, mais lorsque nous avons un étage, Aliyah, étage, un grenier, ou toute maison à l'étage, ce n'est pas ce qu'on appelle Baït, c'est plutôt une Aliyah, Divrei Rab Meir. Donc Aliyah, Milachon Olé, qui monte, c'est au-dessus de la maison. Divrei Rab Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Vachachamim omrim Aliyah bichlal habayit. Les Chachamim nous disent que non, la Aliyah fait partie de la maison. Le premier étage fait partie de la maison, d'après les Chachamim. Inversement, un oder min Aliyah mutar babayit. Mais celui qui s'interdit la Aliyah, il a le droit de profiter de la maison du rez-de-chaussée, et ça, même d'après les Chachamim. Bien que d'après les Chachamim, la Aliyah fait partie de la Baït, mais Baït ne fait pas partie de Aliyah. Lorsqu'on veut, d'après les Chachamim, définir une Aliyah, on peut employer le terme de Baït, mais jamais on emploiera le terme de Aliyah pour Baït. Donc nous avons ici une marloquette entre Rab Meir et les Chachamim. Est-ce qu'un étage est appelé Baït? Et donc celui qui s'est interdit Baït, la maison, est-ce qu'il s'est interdit l'étage ou pas? La Gemara reprend Mantana, qui est l'auteur de cette braïta, que nous allons voir à propos des boutons de lèpre. Il y a dans la Torah plusieurs sortes de Nega Tzara, de boutons de lèpre, que ce soit sur l'être humain, sur l'homme, ou que ce soit sur ses habits, ou peut-être même sur sa maison. Dans les Negae Baït, les Negaïm de la maison, la Torah nous dit, lorsque vous arriverez en terre d'Israël, et la Torah nous dit, Venatati nega tzaraat bebet eretz arusatrem. Je vous donnerai, je pourrai envoyer des boutons de lèpre dans les maisons, dans la maison de la terre que vous allez hériter. Babaït, nous dit Bebet, dit la Braïta, les rabot eta yetzia, mais le Ran, le Gaon de Vilna, d'autres encore ont une autre girsa, les rabot eta tzavua. C'est-à-dire que même une maison qui a été teinte, qui est de couleur, il y a aussi le din des Neg'e Baït, la maison peut devenir impure si elle a un bouton de lèpre. Bien sûr, c'est quelque chose de surnaturel. Un bouton de lèpre sur les murs d'une maison, c'est surnaturel. De la même manière que sur les habits, ce n'est pas quelque chose de naturel. On comprendra aussi que même sur le corps humain, ce n'est pas naturel. C'est aussi une xératakatouf, c'est quelque chose de particulier. On voyait sur l'être humain un bouton de lèpre qui avait aussi ses définitions, comme c'est marqué dans le paracha de Tazria de Metzora. En tout cas, la Braïta vient inclure même une maison qui est de couleur, qui a été teinte. Pourquoi avons-nous besoin d'inclure cette maison? Après tout, c'est une maison. Eh bien, le Ran nous explique qu'étant donné que pour les habits ne deviendront impurs d'un bouton de lèpre que si les habits sont blancs. On l'apprend d'un passouk puisque c'est marqué Tsemer ou Pishtin, que ce soit un habit de laine ou de lin. Le lin, c'est toujours un habit blanc qui n'a pas changé, qui n'a pas été teint. Donc de là on apprend que même Tsemer, la laine, c'est une laine qui n'a pas été teinte, qui n'a pas été transformée, et donc qui a sa couleur naturelle. Les habits ne deviendront impurs d'un bouton de lèpre que si ils sont blancs de couleur dire naturelle. De même, j'aurais pu croire que pour les maisons, c'est aussi lorsque la maison est de couleur naturelle. Mais si la maison a été teinte, on l'a peinte en n'importe quelle couleur, peut-être qu'il n'y a pas de dinim de Nega Tzarat, donc le passouk vient dire les rabot et atzavua, il y a aussi les dinim, les halachot des boutons de lèvres sur une telle maison. La Braïta continue. Bebet, nous avons vu dans la maison, Eretz achuzatrem, de la terre que vous allez hériter, de là on apprend encore du même mot, Bebet, les rabot et aliyah, que même à l'étage, s'il y a un bouton de lèpre, on appliquera les dinim de la Torah. Donc qui est l'auteur de cette braïta?
qui considère que grâce à ce limoud, c'est-à-dire à ce que la Torah nous a inclus, la Torah ici a rajouté, Bebet Aruetzachuzatrem, Torah voulait préciser que Bet c'est même Aliyah, Bait c'est même Aliyah. Qui est l'auteur de cette braïta? Rav Frisda nous dit, c'est bien évidemment Rabbi Meir, qui pense que généralement Aliyah, l'étage, ne fait pas partie de la maison. Donc la Torah ici a besoin de l'inclure à travers cette dracha de Bebet Aruetzachuzatrem. Mais d'après les Rabbanan, Dehi Rabbanan, parce que si l'auteur de la Braïta sont les Chachamim, Am Rabbanan, Aliyah Bichlal Habayit. Les Chachamim ont dit que lorsque on parle d'une maison, on parle aussi de l'étage. Et donc d'après les Chachamim, la Malikra, Bebet, les Rebouillés. Pourquoi ai-je besoin, d'après les Chachamim, de ce limoud, de cet enseignement du Passouk, puisque la Torah nous parle d'un bouton de lèvres dans une maison, la maison c'est même la Aliyah. Si j'ai de ce Passouk Bebet, Eretz Achuzatrem limoud, qui vient nous apprendre même la Aliyah, ce n'est pas d'après les Chachamim, mais c'est d'après Rabbi Meir. Mais Abaye va nous dire que non. Afilutema Rabbanan, on peut expliquer cette braïta même d'après les Chachamim. On va dire que malgré que Aliyah, l'étage, fait partie de la maison, malgré tout, ici, à propos des boutons de Tzara, de Baekra, nous avons besoin d'un pasouk pour inclure même l'étage. Pourquoi? De Salkadata Hamina, Bebet Eretz Achuzatrem Ktiv, puisque la Torah nous parle d'une maison Eretz, de la terre Achuzatrem que vous avez héritée. Donc j'aurais pu croire que c'est seulement Bebet Eretz Achuzatrem, c'est seulement une maison qui est de Mechaber Be'arash Mebait, seulement une maison qui est rattaché au sol, donc un rez-de-chaussée, c'est ce qui est appelé Bait, mais Aliyah, mais l'étage n'est pas directement posé sur le sol, sur la terre, et donc j'aurais pu croire que ça ne fait pas partie de la maison, c'est pour cela que j'ai besoin de ce limoud, Bebet Eretz Achuzatrem, que la Torah vient nous apprendre là, que même Aliyah fait partie de la maison. Peut-être que ce mot bébet est un mot en trop. De toute manière, on parle par la suite de baït, de maison. Donc la Torah nous a marqué ici encore une fois bébet eretz achuzatrem pour nous dire même l'étage. La Gemara continue. Keman nazla de amar Ravuna bachia mishme deula. Comme qui va-t-on expliquer cet enseignement de Ravuna bachia au nom de Oula, qui a dit baït bebeti ani mocher lecha. Un homme qui vend à son prochain, qui lui dit je te vends une maison, bebeti, dans ma maison. Bien maré ou Aliyah, il peut lui montrer l'étage. Il peut lui montrer l'étage. Pourquoi? Parce que l'étage fait partie aussi de la maison. En général, l'étage n'est pas la meilleure des maisons. C'est toujours la maison qui est au rez-de-chaussée qui est considérée comme la meilleure. Donc là, de cette manière, le Ravuna et Mora viennent nous enseigner que lorsqu'un homme a dit « je te vends une maison dans ma maison », il peut même lui donner l'étage de sa maison. En tout cas, nous dit la Gemara, Madame Arle Baït chez Bebeti, c'est parce qu'il a précisé Baït chez Bebeti, une maison dans ma maison, Animocher Lecha, que là il peut lui montrer la Aliyah. Aval Baït Sta, mais si un homme dit « je te vends une maison », il ne dit pas une maison dans ma maison, la Enomaru Aliyah, il ne peut pas lui montrer l'étage. Donc on voit que l'étage ne fait pas partie de la maison qui est l'auteur. C'est-à-dire comme qui suit ici Ravuna Bachia au nom de Oula, Lema Rabbi Meiri, on n'a qu'à dire que c'est d'après Rabbi Meir, qui pense que Aliyah ne fait pas partie de la maison. Et l'Agma répond non, Afilotema Rabbanan, on peut expliquer même d'après les Chachamim. C'est vrai que d'après les Chachamim, lorsqu'un homme dit je te vends ma maison, même s'il n'a pas précisé une maison dans ma maison, mais dit je te vends une maison, il peut même lui donner Aliyah l'étage. Seulement ici, que signifie que dans le cas où il a dit Baïd Bebeti, une maison dans ma maison, il va lui montrer l'étage? Ce n'est pas l'étage. Nous avons compris Maré ou Aliyah, c'est-à-dire il lui montre l'étage. Non. La Gemara reprend ici, il nous dit Maï Aliyah, c'est Meoula chez Bebatim. Il ne faut pas traduire Aliyah dans le sens d'un étage, Aliyah, mais dans le sens de Aliyah, comme on retrouve dans Baba Kama, Mina Aliyah, c'est-à-dire du meilleur. Mina Aliyah, Maru Aliyah, il doit lui montrer la meilleure des maisons. Si un homme dit à son prochain, je te vends, Baït, une maison, il peut lui montrer n'importe quelle maison, que ce soit au rez-de-chaussée, que ce soit un étage. Mais lorsqu'il vient lui montrer, mais lorsqu'il vient lui vendre et lui dire, je te vends
Bait bebeti, une maison dans ma maison, il a voulu lui dire je te vends une bait, c'est-à-dire la meilleure de mes maisons, et là il ne pourra pas lui montrer l'étage, même d'après les Chachamim, il devra lui montrer ce qui est la meilleure de ses maisons. Donc ce qui est marqué dans les mots de Ravuna Bachia au nom de Goulamare ou Aliyah, on ne va pas traduire, d'après la conclusion de la Gemara, qu'il va lui montrer l'étage, c'est-à-dire il peut lui donner même l'étage, mais Maré ou Aliyah, il lui montre le meilleur de ses maisons. On continue avec une nouvelle Mishnah, Noder Minamita. Si un homme fait le Neder, veut donc de ne pas profiter, il s'interdit un lit Mita, Mutar Bedargash. Il a le droit d'utiliser un Dargash. Dargash, nous verrons dans la Gemara exactement de quoi il s'agit. C'est, en réalité, d'après la conclusion de la Gemara, une sorte de petit lit qui était différent des lits habituels, comme nous allons le voir. En tout cas, Noder Minamita, Mutar Bedargash, dit Rabbi Meir. Et les Chachamim pensent que Dargash Bichlal Mita, que le Dargash fait partie de la Mita, c'est comme un lit. Et un Noder Mina Dargash Mutar Bemita. Et celui qui fait le Neder de s'interdire le Dargash, il pourra utiliser un lit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Mita, un lit, ce n'est pas un Dargash. Et donc si un homme s'interdit un Dargash, c'est sûr qu'il peut utiliser un lit. La question est de savoir est-ce que le Dargash est aussi appelé lit. Et que donc si un homme s'interdit Mita, est-ce qu'il s'interdit le Dargash ou pas? Ça, c'est la marloquette entre Rav Meir et les Chachamim. Tout d'abord, la Gemara va définir le Dargash. Maï Dargash. Amar Oula répond Arsa de Gada. C'est-à-dire, c'est un lit, comme tous les autres, mais un lit que les gens avaient l'habitude de dresser, de poser, comme bon siman, comme Mazal Tov, pour qu'il y ait un bon Mazal dans la maison. Mais personne ne l'utilisait. Ça, c'est le Dargash. Donc, c'était un lit comme tous les autres, mais qui était mis dans un coin de la maison pour les simantov, pour qu'il y ait un bon mazal. Et donc, lorsqu'un homme s'interdit mita, il ne s'interdit peut-être pas, c'est là la marloquette entre Rav Meir et les Chachamim, est-ce qu'il s'interdit le dargash ou pas. Ça, c'est la définition de dargash d'après Oula. Mais Amrou les Rabbanan, les Oula, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Oula, les Chachamim ont dit à Oula. Haditnan, ce qui est marqué dans une Mishnah dans Sanhedrin, Shen mevarim oto. Lorsque il s'agit du roi, bien que tous les Rishonim disent, on parle du Kohen Gadol, c'est dans le Perek Kohen Gadol, mais cette Mishnah concerne le roi, comme c'est dans tous les Rishonim, c'est corrigé, qu'en vérité, on parle ici du roi. Le roi, lorsqu'il avait perdu un proche parent, et qu'il fallait lui faire la Souda Tavara, on venait le nourrir, lui apporter son premier repas, les gens qui étaient autour de lui, le peuple était assis par terre, vous, Mesev à la Dargash, et lui était assis sur, coudé sur un Dargash. Donc là, la question que pose Chami Maoula, c'est que ce Dargash, tel que tu l'as défini, c'est un lit qui n'était pas utilisé, qui était juste posé dans un coin comme Mazal Tov. C'est quand même étonnant que Kula Shata, toute l'année, Loyativala, le roi, donc personne ne s'asseyait, s'allongeait sur ce lit, et à Uyoma, juste le jour où le roi a perdu un proche parent, et on vient le nourrir, la Souda Tavara, juste à ce moment-là, Yativala, il va s'asseoir sur ce lit-là. Donc on pourrait bien prouver de là que le Dargash, ce n'est pas ce fameux lit qui était dressé comme bon mazal. Matkifla Ravina, mais Ravina ne comprend pas la question. Ravina dit, mais midedave abasar veyain. C'est comme la viande et le vin. Dekula shatay bayach, si un homme veut consommer du vin et de la viande toute l'année, il peut. S'il veut, il peut. S'il ne désire pas, il n'en mange pas. Mais à Uyuma, ce jour-là, pour un endeuillé, n'est-ce pas que Anani Avinanle, qu'on lui donnait de la viande et du vin. C'est vrai qu'il y a des minagim où les avelim ne prennent pas de viande ni de vin pendant les 7 jours. Medina de Gemara, non seulement que c'est permis, mais en plus le vin avait été fait les maré nefesh pour les endeuillés. Veillin les maré nefesh. Donc nous dit Ravina, tu vois bien que le vin, la viande n'est pas consommée toute l'année, obligatoirement, et pourtant à l'endeuillé on lui donnait de la viande et du vin. Donc de même on pourrait dire, même si sur ce lit personne ne s'installe toute l'année, mais le roi, le jour de sa aveloute, il pourra s'installer sur ce lit. Alors la Gemara reprend la Hakasha. Voici en vérité quelle était la question sur Oula. Des Tania, nous avons une braïta. Dargash lo yakofe ou la zokfo. À propos
donc toujours du Havel, qui devait renverser les lits de sa maison. C'était une habitude de l'époque pour tout Havel, il renversait son lit. C'est marqué que le Dargash n'était pas nécessaire de le renverser, mais il devait le lever. Zokfo, le lever. Vei Amarta, donc lever, on ne pouvait plus l'utiliser, mais on ne le renversait pas. Vei Amarta Arsa Degada, ou mais si tu dis que le Dargash, c'est en vérité un lit comme tous les autres, mais qui était réservé comme Mazal Tov. Ve'atania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit Akofet mitato. Lo mitato bilvad ou kofé. La kol mitachesh lo betoch habayit ou kofé. C'est marqué que l'endeuillé, ce n'était pas seulement son lit qui devait retourner, mais tous les lits qui se trouvaient dans la maison. Donc, puisque ce Dargash est en vérité Arsa Degada, un lit qui est dressé comme bon Mazal, eh bien, il faut aussi le retourner. Il fait partie des lits de la maison. Comment se fait-il que c'est marqué que le Dargash, on ne le retourne pas, mais on le met debout? Alors, la Gemara va répondre à l'okasha. Ce n'est pas une question. Si c'est juste ça ta question, on peut répondre à cette question. Pourquoi? Il y a une autre halakha qu'un lit qui n'est pas utilisé pour dormir, mais juste pour poser des ustensiles dessus. On n'a pas d'obligation de retourner ce lit. Un lit qui est réservé aux ustensiles, on posait des ustensiles dessus, il n'est pas nécessaire de le retourner. Donc on voit bien que même si le Maïta nous a dit que tous les lits de la maison doivent être retournés, mais c'est seulement les lits sur lesquels on dort. Mais un lit sur lequel on ne dort pas, qui soit réservé à des ustensiles, ou bien comme nous l'avons vu, qui sert de mazal, qui est mis dans un coin, ce n'était pas un lit qui était nécessaire, on n'avait pas besoin de le retourner. Donc là, effectivement, il suffisait juste de le lever. Alors la Gemara continue. Non, nous avons une autre question en vérité sur Oula, qui nous a expliqué que le Dargash, c'est un lit comme tous les autres, mais qui était laissé dans un coin pour le mazal. Et là, il kashia ha-kashia. D'Etania, nous avons une braïta. Voici la question qu'on peut poser. Il y a une braïta qui nous dit Rabban Shimon Gamliel Omer, Dargash, Matir, Karbitav. Le Dargash, donc le Havel, l'endeuillé, va défaire Karbitav. Dire Karbitav, ce sont des lanières qui étaient dans des anneaux pour retenir le lit. Il faudra donc détacher ces lanières, comme expliqué le Mefarech, c'est l'oulaot. Les l'oulaot, ce sont les anneaux. Veunofel me'elav, et le Dargash va tomber de lui-même. Et donc voici la question. Oui, Dargash arsa de gadaou, karbitin mi itle. Mais si le Dargash est un lit comme tous les autres, alors le Dargash n'a pas de l'oulaot, n'a pas d'anneau dans lequel on tend le lit, dans cette peau, mais c'est quelque chose qui est comme tous les lits, et donc on ne devrait pas dire juste matir karbitav. Alors la Gemara reprend et nous dit qu'il y a Teravin Amar Sheilta Leaomer Rabbanan. Lorsque Ravin est venu, il a dit, j'ai posé la question à ce Chacham de Rav Tachlifa Bar Marava, Shmi, il s'appelait Rav Tachlifa Bar Marava, Daveshriar Beshuka de Tzal'eg. Il avait l'habitude il se trouvait dans le marché des tanneurs de peau, vers Amarli, et il m'a dit, Maï Dargash, que signifie un Dargash? C'est Arsa de Tzala. Arsa, c'est un lit, de Tzala, qui était un lit de peau. Et donc, c'était une peau qu'on allait tendre sur les côtés, et lorsqu'on voulait donc, étendre la peau pour pouvoir l'utiliser, donc on allait ensuite, il y avait des lanières de cette peau qu'on attachait au kotamita, c'est-à-dire aux deux morceaux de bois qui forment le lit. Et donc effectivement, lorsqu'on les détachait, la peau tombait et ainsi le lit était défait. Itmar et la Gemara va nous rapporter la définition de mita et de dargash. Ezeu mita vezeu dargash. Amar Rabbi Yirmiyah, mita mesargim ota al gaba. La mita mesargim, les cordes qu'on mettait, de quoi est composé un lit? C'est en vérité 2 morceaux de bois. Même si on a les 4 pieds du lit, il y avait les 2 longueurs du lit, les bois qui font la longueur du lit, qui forment la longueur du lit, c'est ce qu'on appelle la harukot amita. Et on entourait sa harukot amita de lanières, donc de part et d'autre, et ensuite, donc on pouvait quelque chose d'un peu plus confortable et s'allonger
sur son lit comme un matelas et ensuite s'allonger. Ça, c'est ce qu'on appelle la mita. C'est-à-dire qu'on allait entourer les cordes autour des bois qui formaient le lit. Mais le dargash, mesargim oto migufo, le dargash, on allait étendre ces cordes, non pas si de l'extérieur entourer les deux poutres, on va dire, du lit, mais migufo, c'est-à-dire, nous explique le Ran, il y avait des trous dans ces poutres et on devait rentrer les lanières et ainsi attacher la peau par ces lanières-là. Mais la Gemara va objecter, métivé, c'est marqué Kelietz, mais matin mikablim tuma. Un ustensile en bois, à partir de quand il devient impur, comme un lit, amita ve'arissa, donc un lit, ve'arissa, c'est un berceau, dans Van Miché, yeshufem be'oradak. Lorsqu'on va le frotter avec la peau du poisson, c'était l'habitude à l'époque de le frotter avec de la peau de poisson pour le rendre lisse, pour embellir ces poutres qui servaient de lit. Et donc là, la question de la Gemara, c'est que si une mita est composée de cordes qu'on va entourer tout autour de part et d'autre de ces poutres-là, pour ainsi tendre les cordes, à ce moment-là, on ne voyait plus les poutres du lit, les longueurs, ces deux longueurs, ça doit rukotamita, et si c'est ainsi, quel était l'intérêt de frotter et de les rendre lisses, puisqu'on ne les voyait pas, il y avait les cordes qui les entouraient de part et d'autre pour tenir le lit, c'est ce que ces cordes-là qui formaient le lit. Alors la Gemara répond, Elavha ve'a migufan. En vérité, aussi bien le lit que le dargash, il y avait des trous dans ces maroukodes, dans ces longueurs, dans ces poutres, et c'était à l'intérieur de ces trous qu'on attachait les cordes. Seulement mita a loué va fouke bebazine, c'est-à-dire on rentrait et on sortait le bout de la corde dans ces trous-là qui étaient dans le bois du lit même, alors que le dargash a oulé va fouke beavakta, c'est-à-dire il y avait des anneaux qui étaient suspendus qui pendaient à ces trous, et c'était dans ces anneaux que on mettait les bords de la peau pour tenir le lit. Donc la différence ici que la Gemara nous pose entre mita et le dargash, en vérité mita, les cordes étaient à l'intérieur, attachées à l'intérieur même, donc des trous de ces deux poutres, alors que pour le dargash, il y avait des anneaux attachés à ces trous. Mais il est évident, comme pour répondre à la question de la Gemara, que le lit lui-même, les poutres, étaient découvertes, elles n'étaient pas couvertes, enroulées de cordes, et ainsi, il fallait, comme nous l'avons vu, les poncer, les lisser, pour les embellir. Nous terminons ici à Rabbi Yaakov Baracha Amar Rebi Mita Shenaklitea Yotzim Zokfim Vedayo. Rabbi Yaakov Baracha nous dit au nom de Rebi, un lit, Shenaklitea, où les montants du lit, Yotzim sortent Zokfa Vedayo, il suffit de lever le lit, de le mettre debout, et c'est suffisant. C'est-à-dire, comme nous explique le Ran, à l'époque, donc, parfois il y avait un lit où il y avait au milieu du lit, de part et d'autre, un poteau, un montant, qui se terminait en V, et ensuite on pouvait mettre une perche, ou encore un autre morceau de bois de part et d'autre, et on pouvait ensuite mettre un morceau de tissu comme un lit baldequin. Et ce lit-là, il est évident qu'on ne pouvait pas le retourner, parce que comme il avait des montants, lorsqu'on le retournait, il tenait en équilibre. Ou alors les montants allaient se casser. Donc dans ce cas-là, même le Havel pourra simplement mettre le lit debout et n'a pas besoin de le renverser. Amar Yaakov Baridi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Halakha ki Rabban Shimon Gamliel. Donc là, la Gemara vient trancher que la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel à propos du dargash, que même si on ne va pas le retourner, mais il était suffisant simplement de détacher donc ces anneaux, c'est-à-dire la peau qui était rattachée à ces anneaux, et c'est suffisant, on n'a pas besoin de le renverser complètement. On peut rapporter à la fin de cette sougya l'explication du Rambam concernant le dargash.
Donc, nous avons vu dans la Gemara que le dargash n'était pas un lit comme tous les autres, et le Rambam explique que c'était un petit lit, c'est-à-dire c'était un lit comme un trépied sur lequel on montait pour pouvoir ensuite monter sur un plus grand lit. Et ce lit-là, d'après le Rambam, était moins solide que les autres lits, puisqu'il servait juste pour monter sur le lit, comme une sorte d'échelle, un trépied pour ce lit-là. Et c'est donc pour cela que le Tana nous a enseigné que celui qui s'interdit de la mita ne s'interdit peut-être pas du dargash, d'après Rab Meir, parce que le dargash n'est peut-être pas appelé un lit. Près des Chachamim, c'est un lit qui est plus petit, mais c'est aussi un lit. La Mishnah poursuit avec une autre halakha, noder minaïr. Si un homme s'interdit une ville, qu'est-ce qui fait partie de la ville? Nous avons dans la ville, nous l'avons vu dans le dinim du Shabbat et de Hiruvin, ce qu'on appelle le troum de la ville et le ibura shel ir. Le troum de la ville, c'est que Shabbat, nous n'avons pas le droit de dépasser le troum, c'est-à-dire ces 2000 amot, cette distance de la ville, qui correspond à peu près à 1 kilomètre. Si on a passé Shabbat dans la ville, on ne peut pas sortir de là des 2000 amot du kilomètre environ de la ville. Toute cette partie de la ville est appelée le troum. Donc tout autour de la ville, nous avons le troum Shabbat, qui n'est pas la ville, mais qui est l'endroit où on peut Shabbat se déplacer autour de la ville. Mais il y a aussi le Ibura Shel Ir. Ibura Shel Ir, comme l'explique le Ran sur cette Mishnah se trouve dans Hamoud Aleph, puisque le Ran avait en vérité toutes les Mishnayot de ce daf-là en une seule Mishnah. Donc le Ran nous explique que Ibura Shel Ir, c'est ce qu'on retrouve dans Shabbat, où avant de calculer ces 2000 amot au-delà de la ville, on donnait tout autour de la ville 70 amot, environ 35 mètres, et des poussières, comme on dit, et à partir de ces 35 amot, donc de ces shivim, 70 amas veshireim, et encore un petit peu, on pouvait calculer le troum Shabbat. Le Ibura Shel Ir fait plus partie de la ville que le troum de la ville. Et donc c'est pour cela que la Mishnah nous enseigne. Si un homme s'interdit la ville, il a le droit de rentrer les troumas Shel Ir. Nous pas les connaître ces troumas Shel Ir dans le troum, c'est-à-dire autour de la ville, dans les 2000 amot, dans le kilomètre de la ville. Bien que, d'une certaine manière, il appartient à cette ville, puisque lorsqu'on a passé Shabbat dans la ville, on a ensuite 2000 amot. Donc toute la ville est considérée comme Arba amot. Même si un homme habite à l'autre bout de la ville, il a le droit de traverser toute la ville, et ensuite il a 2000 amot de cet endroit-là, fin de la ville. Donc le Troum Shelir ne fait pas partie de la ville, mais le Ibura Shelir, il ne pourra pas y rentrer, ce sont ces Shivimama Veshirai. Mais si un homme s'interdit une maison, il va avoir l'interdiction de rentrer même mina agaf velifnim. Agaf, c'est le seuil de la porte, là où la porte se ferme. Donc du côté intérieur de la porte, même s'il est encore sous la poutre, on va dire sous le seuil de la porte, on va dire sous la poutre qui est au-dessus, qui forme la porte, mais s'il est derrière la porte, on va fermer la porte. Milifnim, ce qui est à l'intérieur, ça fait partie de la maison, ce qui est à l'extérieur ne fait plus partie de la maison. Alors la Gemara tout d'abord va nous dire, Minalan, d'où est-ce qu'on sait des Ibura des Mata ke Mata Dame, que le Ibura des Mata, donc ces 70 amot autour de la ville, c'est comme la ville, Amar Rabbi Yochanan d'Amarka, puisque le pasuk a dit Vaï biot Yehoshua bericho, lorsque Yehoshua était à Yericho. Que signifie que Yehoshua était à Yericho? Maï bericho. Hilima bericho mamash. Si ça veut dire que Yehoshua était à Yericho vraiment au moment de la conquête, actif c'est marqué Yericho, Sogeret ou Mesogeret à ce moment-là. Yericho était fermé, on ne pouvait pas y rentrer. Donc Yehoshua n'était pas encore rentré à Yericho. Donc comment le pasuk peut nous dire lorsque Yehoshua était à Yericho? Et la Shema Mina beibura. Donc on est obligé de dire qu'il se trouvait dans les 70 amot de la ville, c'est comme s'il était déjà à Yericho. Alors demande l'Agma, peut-être qu'en vérité il m'a filoubi trouma, peut-être qu'il était dans les 2000 amot de la ville, et c'est pour cela qu'on dit qu'il était à Yericho. L'Agma répond non. Active bitrouma ou madotem mechutz la'ir. Puisque, à propos des villes qu'on donnait en Eretz Israël, il y avait ce qu'on appelait le Migrash et Harim. C'était 2000 amot autour de la ville, et la Torah nous dit Madotem michutz la'ir, vous allez
mesuré en dehors de la ville. Donc on voit que la Torah considère que les 2000 amot, c'était donc en dehors de la ville. Donc Yehoshua ne se trouvait pas dans le Troum, puisque le Troum est en dehors de la ville, mais il se trouvait dans le Hibour de la ville, dans les 70 amot, et c'est pour cela qu'on dit que Yehoshua était à Yericho. La Gemara poursuit Anoder ben Abayit eno asur daminaga velifnim. Donc nous avons vu que celui qui s'interdit la maison, il n'a d'interdiction que, une fois la porte fermée, on va dire le côté intérieur de la maison, de la porte. Aval minaga velachutz, mais le côté extérieur, et même s'il se trouve encore sur le seuil de la porte. Imaginons que nous avons une porte, le seuil de la porte est large, il fait 1 mètre, et la porte se fait à 50 cm au milieu. Donc nous avons une partie intérieure, une partie extérieure, mais la partie extérieure, c'est quand même le seuil de la porte. Imaginons que nous avons des murs qui font 1 mètre de large. Est-ce que derrière la porte, une fois la porte fermée, ça fait partie de la maison ou pas? Donc on déduit de la Mishnah que non. Minaga velachutz lo, ça ne fait pas partie de la maison. Métiv Rav Mari. Pourtant Rav Mari va objecter. C'est marqué. Veyatsa kohen minabayit. Toujours à propos des boutons de lèpre. Dans une maison, la Torah dit le Kohen va sortir de la maison. Veizgir et abayit shivati yamim. Et il va hisgir. On peut traduire il va fermer, mais ça veut dire il va rendre impure la maison pendant 7 jours. La Braïta demande Yachol yelech lebeto veyazgir. Est-ce que le Kohen peut aller dans sa maison et ainsi rendre la maison entre guillemets lépreuse? Yazgir, moi la fermer pour 7 jours. Talmud Lomar el petach habayit. Il doit se trouver sur la porte de la maison, sur le seuil de la porte. Si c'est petach habayit, donc est-ce qu'il peut se mettre sous la poutre de la maison et ainsi la rendre impure pour 7 jours? Talmud Lomar, non, min habayit. Donc veyatsa min habayit, il doit sortir de la maison. Donc atchietse min habayit kulo, il doit sortir entièrement de la maison. Donc ici la Braïta nous dit, il sort complètement du seuil de la porte, sous la poutre, le mashkov de la maison. Et haketzad omet betzad hamashkov veyazgir. Donc il est en dehors du seuil de la maison, en dehors de la poutre, et il va décider que cette maison est impure pour 7 jours. Puisque nous avons une halakha à propos du Kohen, que c'est des boutons de lèpre, c'est seulement le Kohen, ce n'est pas le Chacham qui va rendre la maison lépreuse ou pas. Donc il faut un Kohen. Le Kohen ne va pas rendre la maison impure lorsqu'il s'y trouve. Il va d'abord y sortir, il va faire sortir les ustensiles pour ne pas les rendre impurs. Et ensuite, une fois qu'il est dehors, il va décider que la maison est donc maintenant impure. Minaim, la Braïta termine, Shimalach lebeto vizgir shama tachat hashaku vizgir shezgiro musgad. Où est-ce qu'on sait que s'il est quand même rentré chez lui, ou bien s'il était sous la poutre, donc sur le seuil de la porte, mais du côté extérieur, d'où est-ce qu'on sait que malgré tout, vizgir shezgiro musgad, que c'est quand même valable, c'est comme si la maison est maintenant impure pour 7 jours. Talmud Lomar, vizgir et abayit mikol makom. La Torah nous dit, il va être fermé, mikol makom, donc dans tous les cas. Donc nous avons une braïta qui nous dit que le Kohen ne va pas rendre la maison impure lorsqu'il s'y trouve, il doit sortir. Il ne doit pas aller chez lui, mais ensuite décider du sort de cette maison. Il doit se trouver, donc non pas sous la poutre, mais en dehors de la poutre, parce que le Torah nous dit il doit sortir de la maison. Malgré tout, la Torah rajoute dans notre passouk, Vizgir et Abayit, que dans tous les cas, il la rendra impure. En tout cas, nous voyons ici que le seuil de la porte est encore considéré, d'après cette braïta, comme la maison, même si on est derrière la porte. Donc il faut sortir complètement du seuil de la porte, de cette épaisseur des murs, de ce qui forme le mashkov, c'est-à-dire le linteau de la porte d'entrée. Si c'est ainsi, nous avons une question, c'est que notre Mishnah considère que Baït, la maison, c'est seulement Minaga velifnim, une fois la porte fermée, tout le côté intérieur, pas le côté extérieur, même si on se trouve sous le mashkov. Et la Gemara va répondre, que à propos de la maison, ici c'est différent. Pourquoi? Parce que dans le pasuk c'est marqué minha baït, c'est-à-dire qu'il y a, on peut dire, un pasouk en plus, la Torah, on aurait pu dire il va sortir. Pourquoi la Torah dit mina baït? C'est pour nous dire qu'il doit sortir même de ce qu'on pensait qu'il devait sortir. Jusqu'à présent, on pensait qu'il devait sortir de la première partie, mais il pouvait rester derrière la porte sous
le linteau. Donc là, le passouk rajoute non, minabayit, pour nous dire que même cette partie, il doit sortir, donc il doit être complètement dehors. Mais toute la partie, en vérité, par rapport au Nedarim, qui est mina agaf velachutz, une fois qu'on a fermé la porte, ça c'est vrai qu'on est en dehors de la maison. Terminons juste avec un petit point. Lorsqu'on regarde le Faresh, le Ran, le Rosh, des Rishonim, on nous dit quelque chose d'assez étonnant. Il nous parle de fermer la porte. Encore le Mefaresh explique, si celui qui va aller les bétos dans sa maison, il va d'après avec un shliach. Mais le Ran, le Rosh, vont nous dire, il va, peut-être que le Kohen, j'aurais pu croire qu'il va rentrer chez lui, Veyasgir, comment Yasgir, rendre la maison impure, avec une corde. C'est-à-dire que le Ran et le Rosh ont compris que le Kohen, pour Veyasgir, doit fermer la porte. Donc, quelle était la Avamina lorsqu'il rentre chez lui, il ferme la porte, c'est qu'il va fermer avec une corde. Il a une corde, il rentre chez lui, une fois chez lui, il tire sur la corde et il ferme la porte de cette maison. Et ça, c'est assez étonnant. Parce que le terme de Veisgir, qu'on retrouve dans la Torah même, lorsqu'un homme est impur, que le Kohen parfois va le rendre Veisgiro à Kohen, va l'enfermer, il va lui donner un statut particulier pendant 7 jours. Donc Veisgiro, ça ne veut pas dire obligatoirement fermer la porte, c'est donner un statut à ce lépreux. Donc il va, on va dire, le lépreux s'enfermer pendant 7 jours. Donc, que signifie cette corde? C'est une question que pose le Mishneh Lamelech sur le Rambam, dans les Ilchot Tumat Sarat, Perekudalet Anachahe, sur cette halakha. Et le Mishneh Lamelech n'a pas vraiment de réponse sur le Ran et sur le Rosh, et s'étonne effectivement de cette pensée de dire que le principe est de fermer par la fermeture de la porte, et donc ainsi de décider le statut de cette maison. C'est vrai que les autres Rishonim, Rambam ne nous parle pas de fermer avec une corde, mais simplement de dire la maison est maintenant nous guéret pour 7 jours, c'est ce que le Kohen doit faire. Merot al daf nunvav, concernant les krichot sur le doigt. Donc après avoir mis les tefilines de la tête, nous allons contourner avec la lanière 3 fois le doigt, le majeur, le doigt du milieu. Donc il y a une kricha sur la deuxième phalange et 2 krichot sur la dernière qui est proche de la main. Certains ont marqué qu'il faut commencer par les 2 et ensuite la troisième, d'autres ont dit le contraire, d'abord celle qui se trouve sur la phalange du milieu et ensuite sur les 2 qui sont proches de la main. Au moment où on va contourner ces 3 krichot avec la lanière, on a l'habitude de dire les psukim, Verastich li leolam, verastich li betzedek mishpat, verastich li be'emuna v'yadat ha'it Hashem, comme c'est marqué aussi dans les Sidurim. Dans les krichot que nous avons l'habitude ensuite, le reste de la lanière, de contourner la main, il y a plusieurs minagim. Certains ont l'habitude de faire comme une lettre shin, d'autres la lettre dalet. Après avoir terminé les krichot autour de la main, de la paume de la main, il faudra donc rentrer partie de la lanière intérieure pour ainsi bloquer la lanière pour ne pas que les lanières se détachent et qu'ainsi les tefilines perdent de leur emplacement où ils avaient été posés au moment de la bracha. Certains ont l'habitude, après avoir terminé donc les krichot de la main, de ensuite rentrer le bout des lanières de la tête dans la ceinture.